Vous ne comprenez rien aux Oscars, donc j'ai envie de vous expliquer tout ça. Quoique je sais que vous, mes abonnés, vous comprenez tout, vous êtes brillants. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement de cérémonies de récompense, comme les Oscars, par exemple, qui arrivent cette semaine. On en parlera d'ailleurs en live et je ferai une vidéo bilan de toutes les récompenses. Parce que oui, vous l'avez vu, depuis le début de l'année, c'est la fête. Les Golden Globes et plein de cérémonies de récompense constamment jusqu'à la fin, les fameux Oscars de ce week-end. Et vu qu'il y a beaucoup de cérémonies de récompense, vu que les Oscars c'est toujours un peu cryptique pour ceux qui se sont jamais intéressés, j'ai envie de vous expliquer comment tout fonctionne, ce que signifient les Oscars, les cérémonies de récompense, bref, tout vous expliquer. Et vous expliquer pourquoi je trouve ces cérémonies un peu kiffantes, même si un peu en vain aussi. Je vais prendre l'exemple des Oscars et le détailler, parce que quasiment toutes les cérémonies de récompense fonctionnent pareil, du coup ça vous permettra de toutes les comprendre. Et je ne vais pas parler des festivals, pourquoi? Parce que les festivals fonctionnent un peu différemment, ça serait une vidéo trop longue, et je ferai une vidéo sur les festivals, peut-être en mai, avant Cannes, si ça vous intéresse évidemment. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le coordonnée épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Que ce soit le Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie, il y a souvent la VESTFR et même parfois la VF. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez et même Venom 3. Sur Disney+, il y a Deadpool et Wolverine, il y a Alien Romulus et même Real Pain dont je vous conseille d'attendre la sortie en salle tout de même. Sur Paramount, vous avez Sonic 3, Septembre 5 et même Gladiator 2. Et encore une fois, pour profiter de Paramount avec un VPN, il faut vous connecter à l'application Paramount directement. Mais si vous avez Paramount avec un compte Canal, vous pouvez vous connecter avec votre compte Canal directement sur l'application Paramount. De même pour Max, utilisez l'application Max officielle avec le même processus, car là vous avez plein de films comme Flow par exemple, comme L'amour au présent, comme La guerre des Rohirrim, comme Juré numéro 2 ou même A Different Man qui n'a toujours pas de date de sortie française. Et vous le savez à quel point YouTube Premium est pratique, et bien avec un VPN, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous profitez de tous les incroyables avantages avec un VPN en Roumanie ou Bulgarie. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, mais ça marche dans tous les pays et il y a encore des tutos pour vous montrer comment ça fonctionne parce que oui, ça fonctionne encore et ça fonctionne sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron, vous l'avez aussi pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le coordonnée épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Un petit rappel historique, les Oscars ont été créés en 1929. Oui, ça fait déjà bientôt 100 ans. Je vais pas vous faire l'historique des Oscars, mais je vous explique tout de même quelques bases. C'est la plus vieille cérémonie de récompense du monde, pour le coup. Elle a beaucoup évolué ces dernières années, même si on va pas se focaliser sur ça. Il y aura quelques exemples tout de même. L'objectif des Oscars est de récompenser le mérite technique et artistique du cinéma avec des fameux Academy Awards. Donc lorsque vous entendez le terme Academy Award, ça veut dire Oscar. Les Oscars sont votés par l'Académie des Oscars, que je vais détailler dans quelques secondes. Et vous le savez, la statue des Oscars est une sorte de chevalier en mode art déco de l'époque. Comment ça fonctionne plus précisément? Vous avez ce qu'on appelle The Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences. Motion Picture aux États-Unis, ou en anglais ça veut dire film. Art and Sciences, l'art et le technique et la science. Vous avez compris. Cette Académie des Oscars contient 9905 personnes au dernier census qui a été fait en 2024. Et c'est intéressant parce qu'en 2011, ils étaient que 6000. Je vais vous expliquer pourquoi aussi dans quelques secondes, mais grosso modo, cette académie est divisée en plusieurs branches différentes en fonction des disciplines de chaque personne qui est dedans. Il y a 19 branches différentes et vous allez voir que le nombre de branches est plus ou moins égal au nombre de récompenses données à chaque cérémonie. Les acteurs sont en majorité dans l'académie. Et c'est de loin la plus grande branche de l'académie. Et pour faire partie de l'académie, je vais vous expliquer dans quelques secondes aussi, mais c'est un Board of Governors qui décide. Donc c'est les exécutifs de l'académie. Je vais pas vous expliquer comment on devient Board of Governors et des choses comme ça parce que c'est souvent des personnes qui sont là depuis longtemps et des trucs comme ça. Mais grosso modo, ça marche un peu par parrainage. Quand quelqu'un s'en va, quelqu'un doit le remplacer et ça se fait par réseau, quoi. D'ailleurs, la liste des gens présents dans l'académie est secrète. On ne sait pas en théorie qui est dedans. Mais depuis 2007, à chaque fois que quelqu'un rejoint l'académie, c'est annoncé publiquement. Mais avant 2007, on sait plus ou moins, mais on n'a pas de confirmation. Il n'y a pas une liste en ligne où vous voyez tous les gens qui sont dans l'académie. Une statistique intéressante qui sera importante pour les Oscars, il faut savoir qu'en 2012, il y avait 94 de caucasiens, donc de blancs, 77% d'hommes et 54% de toute l'académie, donc il y a 10 ans quand ils étaient 6000, ont plus de 60 ans. Une autre statistique intéressante, dans l'Académie des Oscars, il y a 14% des gens qui ont été nommés à des Oscars et 19% qui ont gagné des Oscars. Donc déjà, 30% des gens dans l'Académie minimum,
mais on ne sait pas tout évidemment, ont déjà été nommés ou ont gagné. Et pourquoi est-ce que c'est un problème ces statistiques de blancs, de personnes d'un certain âge et d'hommes? Parce qu'en fait, il y a un vrai manque de diversité qui du coup va refléter sur l'impact des votes. Ça c'est vrai, toutes les études sociologiques vous le diront, on vote et on fait des choix par rapport à notre situation socio-économique. Donc c'est pour ça que depuis 2012, ils ont décidé de rajouter de plus en plus de personnes pour accroître la diversité. C'est pour ça qu'ils sont passés de 6 000 à 9 000 en 10 ans. Je pense personnellement que c'est une bonne chose parce que comme ça, il y a de plus en plus de films qui reflètent différentes cultures, même des pays étrangers, aux Oscars. Avant, c'était très américanisé et très blanc, disons les choses. Pourtant, il y a toujours eu des films de personnes noires, personnes asiatiques, de femmes, mais on a de plus en plus maintenant que les gens vont voter pour. Il faut savoir que les Oscars évoluent. Ils sont pas figés dans le temps. La catégorie Best Casting, donc pour les directeurs de casting, a été ajoutée cette année. En théorie, ce sera du coup pour l'année prochaine. Mais dès cette année-là, le meilleur casting des films sera jugé. C'est pas quelque chose d'exclusif, hein. Il y a plein de cérémonies de récompense dans le monde entier qui ont des catégories meilleur casting, mais celle-ci fait son apparition aux Oscars dès l'année prochaine. Mais du coup, les films en compétition seront ceux de 2025. Mais voici une image avec toutes les nouvelles catégories qui ont été ajoutées au fur et à mesure des années et celles qui ont été supprimées. Par exemple, à l'époque, la catégorie drame et comédie était divisée, comme on a au Golden Globe. Vous savez, au Golden Globe, il y a drame et comédie. Là, aux Oscars, c'était pareil à l'époque, avant qu'ils réunissent tout. Il y a des avantages et des inconvénients de ça, on en parle après. Mais pareil, rappelez-vous, en 2019, ils ont enlevé la catégorie meilleur montage son. Maintenant, c'est juste meilleur son. Et c'est particulier parce que du coup, c'était pas le même métier. Mais ils ont réuni quand même. Pour plein de raisons différentes, on va pas rentrer dans le détail de ça, mais si vous voulez chercher, vous pouvez facilement trouver, il y a les explications sur le site officiel. Autre exemple assez connu, mais meilleure cascade, c'est un Oscar qui est demandé depuis des années et des années, depuis des décennies même, et refusé chaque année. Parce qu'en fait, les membres de l'académie peuvent demander une nouvelle catégorie. Et du coup, c'est un fameux comité qui va regarder cette catégorie et l'accepter ou pas. Meilleure cascade est refusée depuis les années 90. Chaque année, ils font la demande et chaque année, c'est refusé. Encore une fois, meilleure cascade, c'est un débat qui mérite une vidéo à part entière. Comment vous rejoignez cette fameuse académie? Alors malheureusement, vous ne pouvez pas, à moins que vous soyez invité. Officiellement, il faut recevoir une invitation du Board of Governors. Il n'y a pas de candidature possible. C'est que les méritants, je vais vous expliquer après ce que ça veut dire méritants, qui sont invités uniquement si 2 personnes déjà dans l'académie les parrainent. Et ensuite, un comité va évaluer la demande et accepter ou pas la personne. Et il faut les parrainer si vous êtes dans la même branche. Donc un acteur va parrainer d'autres acteurs. Un monteur va parrainer d'autres monteurs. Quels sont les critères? Eh bien, je vais vous donner 2 exemples. Pour les acteurs, il faut avoir joué dans au moins 3 films qui sont sortis au cinéma, travailler activement dans le monde du cinéma. Il faut que l'un de ces 3 films soit sorti ces 5 dernières années et qu'il soit considéré de haute qualité. Et ou, d'ailleurs, vous pouvez être nommé directement à la catégorie en question, genre meilleur acteur. Et là, vous allez forcément, entre guillemets, faciliter votre entrée à l'académie. Rappelez-vous, lorsque Paul Mescal avait été nommé pour Aftersun, il était directement invité, plus ou moins. Ou en tout cas, il a été invité l'année d'après. Ça facilite évidemment les choses. Il n'y a pas un critère d'âge ou quoi. Du moment que vous êtes nommé ou que vous avez fait des films méritants, entre guillemets, vous pourrez rejoindre l'académie si quelqu'un vous parraine. Après, c'est une question de réseau. Si vous bossez avec d'autres acteurs dans votre film qui sont connus, qui sont dans l'académie, peut-être eux peuvent vous parrainer. Mais il faut avoir fait une contribution importante. C'est eux-mêmes qui disent importante entre guillemets sur le site. Donc c'est des termes un peu vagues, mais après avoir fait une contribution importante et respecter les autres critères, vous pouvez rejoindre l'académie. Si vous avez donc parrainage, jouer dans des films et toutes ces choses-là. Pour un réalisateur, c'est un peu la même chose et vous allez voir pour toutes les catégories, c'est un peu les mêmes critères. Il faut avoir fait, donc réaliser plusieurs films. Là, c'est 2 films, dont un ces 10 dernières années. Il faut qu'il soit de haute qualité. Encore une fois, c'est subjectif comme terme. Et / où vous pouvez être nommé ou gagner d'ailleurs. Et encore une fois, le critère de contribution importante, qui encore une fois est très subjectif. Toutes les branches fonctionnent plus ou moins de la même manière. C'est au nombre, contribution, qualité, parrainage. C'est comme ça que vous rejoignez l'académie, pour faire simple. Vous avez vu, c'est beaucoup de réseaux, c'est quasiment que ça. Comment sont choisis les films qui participent aux Oscars? Il faut que le film sorte l'année précédente des Oscars, du 1er janvier au 31 décembre. Il faut que le film sorte au minimum durant 7 jours consécutifs au cinéma, minimum, 3 séances par jour minimum. Il faut que le film dure 40 minutes minimum. Il faut que le format du film soit 35 mm ou 70 mm, ou alors un scan numérique digital 24 ou 48 images par seconde. Il y a aussi d'ailleurs une résolution minimum du film. Il faut que ce soit au minimum en 1048 x 1080p. Par exemple, les séries ou mini-séries qui sortent, comme OJ Made in America, je prends cet exemple parce qu'il avait été donc présent aux Oscars, ne sont plus autorisées depuis 2018. Tout ce qui est mini-série, c'est fini. Même si ça sort en salle, même si ça répond aux critères que je viens de citer, si c'est une mini-série, c'est mort. Après, il faut que les films, surtout les documentaires, sortent au moins à LA et au moins à New York. Les courts-métrages
c'est encore autre chose. Je vais pas aller dans les détails, c'est pas une chaîne de court-métrage ici. Et il y a des règles précises par récompense. Encore une fois, je vais pas détailler, mais c'est des choses vraiment basiques de critères de cinéma avant tout. Donc il faut que les films soient au cinéma, quasiment pour tous. Et il y a aussi la règle de la diversité qui a été ajoutée il y a quelques années. Vous savez, tous les anti-woke avaient gueulé par rapport à ça. Ouais, si au casting t'as que des blancs, tu pourras pas être nommé. Moi j'avais fait une vidéo à l'époque, j'avais débunké ça. Les règles de diversité, il faut que au moins dans toute la chaîne de production de ton film, qui est fait aux États-Unis, précision, parce que des gens avaient dit ouais mais Parasite c'est un film étranger. Ouais, Parasite n'est pas inclus dans la règle de diversité. Il n'est pas considéré vu que c'est pas un film américain. Et les films étrangers n'ont pas les mêmes règles. Je vous explique dans quelques secondes. Mais en gros aux États-Unis, si t'as un film et que dans la chaîne de production, que ce soit de l'acting, réalisateur, tout ce que vous voulez, équipe technique, au mec qui fait la finance et le marketing du film, s'il n'y a pas une minorité, genre une femme, une personne de couleur ou une personne LGBT, genre dans toute ta chaîne de production, tu sais, sur un film, il y a des dizaines de personnes qui travaillent aux États-Unis. S'il y a que des blancs hommes, ton film n'est pas éligible. Si ton film n'est que fait avec des hommes blancs aux États-Unis, pays d'immigration, c'est bizarre. Disons les choses. Donc c'est tout à fait légitime que tu sois pas nommé d'après moi. Ça envoie un message très étrange. C'est pas normal. Si tu as une entreprise avec 50 personnes et un projet avec 50 personnes qui est que des hommes blancs, c'est très très étrange. Concernant les films étrangers, pour le coup, ils ont pas toutes ces règles-là. Les films étrangers ne doivent même pas sortir dans le pays en question. C'est pas obligatoire. Cependant, s'il va avoir le plus de chances d'être nommé dans plusieurs catégories, il faut que le film sorte au cinéma aux États-Unis. En gros, il y a deux trucs. C'est que tu peux être un film étranger et sortir en salle et faire la compétition dans toutes les catégories. Mais du coup, il te faut un distributeur américain. Il faut que quelqu'un fasse ton marketing comme Emilia Perez. C'est Netflix qui s'en occupe. Parasite, c'était Néon. Donc, il faut vraiment que quelqu'un fasse ton travail aux États-Unis pour être bien distribué et que tu aies des chances dans toutes les catégories. Et ensuite, il y a l'autre option. Dans la catégorie Oscar du meilleur film étranger, c'est chaque pays qui choisit. Donc, la France a choisi Emilia Perez. Chaque pays choisit et envoie aux Oscars un film. Et du coup, les Oscars choisissent 5 films de tous ceux qui sont envoyés. Et c'est comme ça que ton film peut être nommé dans cette catégorie et gagner. Pas besoin d'être diffusé aux États-Unis. Sauf si tu veux être dans les autres catégories de récompenses. Là, il faut un distributeur américain sortir en salle aux États-Unis. Pour rappel, les Oscars, c'est une récompense américaine qui dépend des cinémas américains. Et ils doivent sortir en salle, comme je vous l'ai dit. Comment faire maintenant que votre film soit dans les cérémonies de récompense? Eh bien, c'est les producteurs qui vont faire une sorte de formulaire et qui vont déposer le film en question aux Oscars. Ils vont mettre toutes les informations administratives et vont déposer le film à l'Académie en disant voilà, notre film, on veut qu'il soit aux Oscars, au moins sur la liste. Donc c'est un travail à faire administratif pour être potentiellement nommé. Ensuite, ils vérifient l'éligibilité du film, s'il respecte tous les critères. Mais ensuite, comment ils décident quel film est nommé ou pas? Parce qu'il y en a des centaines des films qui sont envoyés chaque année aux Oscars. Eh bien, ça marche comme ça. En gros, fin décembre, les films éligibles, donc juste les règles d'éligibilité, pas les films nommés, les films éligibles, sont envoyés aux membres via une liste. Donc tous les membres de l'Académie reçoivent une liste avec tous les films éligibles. Chaque branche va voter pour sa catégorie. Les acteurs pour les acteurs, les costumiers pour les costumiers, etc., etc. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voter pour 5 films. Ils ont une shortlist, on appelle ça, avec tous les films éligibles, et ils vont en choisir 5. Et les 5 qui reviennent le plus seront les 5 nommés à l'Oscar. Il y a quelques exceptions. Par exemple, pour la catégorie meilleur film, tout le monde vote. Et cette fois-ci, il ne faut pas en choisir 5, mais 10. Et pour toutes les autres catégories, c'est par branche et par profession. Il y a quelques exceptions aussi à ça. Les films étrangers, par exemple, les films d'animation et les documentaires sont choisis par des gens du domaine, de l'animation, des documentaires, des films étrangers. Mais en plus de ça, tu peux demander de faire partie du comité qui va aussi voter sur ces films. Mais il faut prouver des choses, que tu les aies vus de une, pas tous, encore une fois, juste quelques-uns, et que tu as envie de participer sérieusement. Donc c'est possible de rejoindre ces comités pour choisir ces fameux films, en dehors de ta catégorie spécifique. Et il y a plein de gens qui le font, pour le coup. Mais encore une fois, le problème, c'est que tu n'es pas obligé de voir tous les films. Donc imagine que tu as envie de voter pour les documentaires. Si tu les as pas tous vus, tu peux quand même voter. Faut en voir quelques-uns, c'est tout. Ils ont la liste des films éligibles. Ils ont décidé 5 par catégorie et 10. Et maintenant, ils ont fait un compte. Ils ont choisi les nommés aux Oscars. Donc il y a 5 nommés par catégorie, plus les 10 pour meilleur film. Maintenant, comment sont choisis ces vainqueurs? En fait, c'est simple. Chaque personne dans chaque branche va voter pour une personne ou un film. Donc imaginons encore une fois, acteur vote pour meilleur acteur. Chaque acteur de l'Académie va choisir un film ou une personne et va soumettre un vote. Et encore une fois, les votes se font en ligne. Je sais que c'est pas glamour, c'est pas comme Conclave. Les votes sont soumis en ligne sur une plateforme. C'est moins fun, mais c'est comme ça. Et ensuite, dans ces 5 nommés, l'acteur avec le plus de votes gagne. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui se posent la question, c'est possible d'avoir un ex-aequo. Et si vous avez un ex-aequo, vous vous partagez l'Oscar. Vous gagnez chacun un Oscar. L'exemple le plus récent, c'est pour meilleur montage son, donc la catégorie qui n'existe plus, pour Skyfall et Zero Dark Thirty, qui sont tous les deux partis avec un Oscar. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un ex-aequo, vu le système de vote qui est juste au nombre de votes. Par contre, la catégorie meilleur film est différente. Pour la catégorie meilleur film, c'est ce qu'on appelle un vote à second tour instantané. Si vous voulez plus d'informations, vous tapez dans Google, vote à second tour instantané, vous voyez comment ça fonctionne. Mais grosso modo, si un film
film n'a pas la majorité des voix. 4500 personnes ont voté pour ce film en numéro 1. Si un film n'a pas la majorité, on regarde quels sont les suivants dans la liste. C'est pas facile à expliquer, mais imaginez que Dune 2 et de Substance sont ex aequo en termes de voix. Imaginons que dans la liste de tous les votants, si tu prends toutes les voix, Dune 2 et de Substance ont le même nombre de voix. Donc ils sont en théorie tous les deux premiers. Mais ça marche pas, parce que du coup il y a une division. C'est-à-dire que chez la moitié des gens, Dune 2 est premier, chez l'autre moitié des gens, Dune 2 est deuxième. Du coup il y a égalité entre les deux. Entre première et deuxième place, c'est la même chose. Du coup qu'est-ce qui se passe? Là, ils peuvent pas choisir un film. Du coup ils regardent le troisième. Si tout le monde s'est mis d'accord, donc les gens qui sont divisés sur Substance et Dune, 50-50, tu vois, dans les deux cas ça marche pas. Mais par contre si ces gens-là se sont tous mis d'accord pour mettre Emilia Pérez en troisième, donc 100% des gens ont mis Emilia Pérez en troisième, c'est Emilia Pérez qui gagne. Parce qu'Emilia Pérez fait l'unanimité en troisième position. Et ça peut arriver que ça fasse l'unanimité en quatrième position. C'est comme ça qu'en théorie, on se retrouve avec des vainqueurs comme Coda, comme Green Book. C'est des films qui ont fait l'unanimité à une position qui n'est pas la première. Parce qu'en fait, du coup, les gens font un classement des films, ils classent les 10 films, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système qui est un choix. C'est un choix particulier, c'est comme ça. Vous pouvez critiquer ou pas ce choix. C'est d'ailleurs un choix qui est démocratiquement beaucoup réfléchi dans le monde actuel des politiques, parce que peut-être ce serait intéressant. Pour le cinéma, ça marche comme ça. Voilà. C'est pour ça que parfois vous avez des surprises en meilleur film et vous dites, mais ah bon, meilleur film ce truc? Bah ouais, parce qu'en fait, il a fait l'unanimité en troisième position ou quatrième, mais pas en première ou deuxième. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est la seule catégorie qui fait ça. Pour parler un peu du marketing concernant les Oscars, non pas la cérémonie en soi qui est marketée, des choses comme ça, mais comment tu gagnes des récompenses. Vous avez vu, en fait, c'est des gens qui votent. Donc les gens sont des personnes humaines qui peuvent avoir des opinions, qui peuvent être influencés par le marketing, par le networking, par plein de choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle le Oscar season. Le Oscar season, c'est quand tous les gros studios vont mettre de l'argent dans le marketing de leurs films pour gagner des Oscars. Pour plusieurs raisons différentes, on en parle après, mais grosso modo, ils vont dépenser de l'argent dans cette période de janvier à février, avant les Oscars de mars, où ils vont bombarder le marketing. C'est pour ça que les acteurs font plein d'interviews, les réalisateurs aussi, bref, ils font une campagne à Oscar. Parce que le film est sorti déjà, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être même. Donc en vrai, il n'y a pas de raison de refaire du marketing d'un film qui est peut-être même plus en salle. Par contre, pour les films à Oscar, ils sont encore en salle, je vous explique après, et du coup, il y a une campagne marketing à faire, parce que les gens qui vont être bombardés de Timothée Chalamet, ils vont peut-être se dire, ouais, Timothée Chalamet, il mérite peut-être. Et c'est un marketing 100% nécessaire. Si vous faites pas le jeu du marketing, vous ne gagnez pas. C'est la réalité. Hein. Si vous êtes discret, un exemple. Ralph Fiennes n'a jamais voulu faire de marketing pour les Oscars. Il a été nommé de nombreuses fois, mais pour gagner, il faut faire du marketing. Il ne l'a pas fait. Et il ne gagnera sûrement jamais, parce qu'il refuse de faire du marketing à Oscar. Peut-être il va gagner cette année, on n'en sait rien. Ou peut-être un Oscar de carrière plus tard, mais il faut faire du marketing pour gagner son Oscar. Et des acteurs n'aiment pas. Lui n'aime pas, par exemple. Cependant, il y a des acteurs qui aiment bien. Jean Dujardin, il voulait son Oscar. Du coup, il en a fait des dîners avec Weinstein, par exemple, à l'époque. Il a fait son marketing à l'époque pour The Artist. Il faut le vouloir. Je dis pas que c'est démérité. Je dis pas que Jean Dujardin était pas bon ou des choses comme ça. Je dis juste que pour le vouloir, il faut faire du marketing, du networking, il faut faire son réseau et convaincre des gens. Et comment tu arrives à convaincre des gens? Avec de l'argent aussi. Parasite a été boosté par Néon. Ils ont fait une énorme campagne marketing. Pareil pour l'anatomie d'une chute. Néon, ils ont fait une campagne marketing l'année dernière pour l'anatomie d'une chute. Vous avez vu le chien partout. Le chien, ils l'ont pas mis partout pour la blague. Ils l'ont mis parce qu'ils avaient un Oscar à gagner. Et ils l'ont gagné cet Oscar. C'est pour ça qu'il y a plein de révélations qui ont lieu sur Carla Sofia Gascon à quelques semaines des Oscars. Parce que les votants voient ça. Cependant, il y a des règles légales sur les dépenses marketing. Tu ne peux pas dépenser un X montant. Et il y a des règles sur le temps de promotion, comme une campagne un peu présidentielle, entre guillemets. Donc c'est pas la liberté absolue. Cependant, comme pour les présidentielles, comme pour le lobbying, ou des choses comme ça, c'est pas toujours annoncé. Quand toi tu vas dîner chez quelqu'un, si le studio en question a pas payé la soirée ou le dîner, c'est ok, tu vas juste dîner chez quelqu'un, c'est ok, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois c'est de la pression, genre si Weinstein va dire à tous ses employés de l'académie de voter pour tel film, ils vont le faire. Même si le vote est secret, tu peux mettre des coups de pression tout de même. Le vote, comme je vous l'ai dit, se fait en ligne, et d'ailleurs le visionnage de films se fait en ligne aussi. À l'époque ils envoyaient des DVD, maintenant ça se fait en ligne, il y a une plateforme sécurisée où chaque personne regarde les films qu'il veut. D'ailleurs pour les Césars aussi, je précise, il y a plein de gens que vous connaissez peut-être qui reçoivent encore, ou recevaient à l'époque, des DVD avec tous les films. Et ça, chaque distributeur devait payer entre 5 000 et 15 000. Pour les Oscars, je crois, peut-être même pour les Césars, c'était un peu moins, pour que ces films-là soient présents et envoyés à tous les votants de l'Académie, que ce soit des Oscars ou des Césars. Maintenant, il me semble que pour les deux, c'est en ligne. César, je sais pas, à revérifier. Je crois que c'est fini aussi les DVD. Corrigez-moi si j'ai tort, mais Oscar, c'est en ligne. Juste pour l'émission, rapidement, avant de parler un peu des critiques, il y a un code vestimentaire. Vous le savez peut-être pas, mais au fait, oui, tu ne peux pas venir habillé aux Oscars comme tu le souhaites. Les hommes, il y a un code vestimentaire. Venir habillé en noir, avec une cravate noire et des choses comme ça. Les femmes, c'est un peu plus libre, mais grosso modo, il y a un code vestimentaire. C'est diffusé dans le monde entier, ou presque, en direct, là où les pays ont les droits. Ça dure 3h30 en moyenne. Et c'est vrai que ça marche de moins en moins bien en termes d'audience, et les Oscars essaient de se renouveler au fur et à mesure des années. Mais c'est aussi par rapport aux moyens de consommer des gens. Vous avez vu, les audiences marchent un peu moins bien partout, parce que les gens font autre chose. En théorie, il n'y a pas que les Oscars. Il y a aussi d'autres récompenses qui sont données, non pas lors de la cérémonie officielle que vous connaissez, mais il y a d'autres récompenses qui sont gérées et organisées par le Board of Governors, ce comité qui gère l'académie, d'un point de vue administratif.
sportifs, ils vont souvent donner, avant les Oscars en question, des Oscars d'honneur. C'est pas gagner un Oscar d'honneur, parce que c'est un Oscar d'honneur, c'est différent. C'est pas la même chose, t'es pas en compétition avec les autres. Tu le gagnes par rapport à ta contribution au cinéma, et c'est le comité qui décide. C'est comme les palmes d'honneur et des choses comme ça au Festival de Cannes. Et ça se passe lors des Governor Awards, où ils vont donner plein de récompenses différentes pour, voilà, récompenser des gens qui ont une contribution fascinante dans l'histoire du cinéma. Il y a plein de gens hyper connus qui ont jamais gagné d'Oscar. Hitchcock n'en a jamais gagné par exemple. Par contre, il a un Oscar d'honneur. Et il y en a plein d'autres. Il y a aussi les Special Achievement Awards et des choses comme ça par rapport à des choses plus techniques. Bref, il y en a plein. Je vais pas faire le détail ici. Quelles sont les critiques qui sont faites aux Oscars? Et c'est aussi des critiques que moi je leur fais, plus des choses que j'ai vues en ligne et des choses que vous avez dites vous en ligne. C'est trop commercial. C'est vrai. Je veux dire, les Oscars, c'est une cérémonie commerciale, de marketing, de networking, qui célèbre certes de bons films, mais grosso modo, c'est du réseau. C'est du réseau et de l'argent. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens dépensent de l'argent, parce que les Oscars sont prestigieux, et lorsque tu gagnes un Oscar, ta boîte est prestigieuse, de une. Ensuite, un film qui gagne des Oscars, il marche mieux au box-office. Ce qui va se passer, c'est que si les films sont encore en salle, ils vont gagner un boost en salle, et ils vont même gagner un boost en Blu-ray, ils vont gagner un boost parce que les films vont ressortir en salle pour les Oscars. Gagner un Oscar, c'est un boost de prestige, économique, financier, et de marketing, parce qu'après, vous pouvez dire, ah bah c'est le studio qui a gagné tel Oscar, ah bah c'est le réalisateur qui a gagné tel Oscar. Donc ouais, un Oscar, c'est tellement prestigieux que ça rapporte de l'argent. Du coup, les studios dépensent de l'argent pour gagner de l'argent. Parce que oui, en termes de prestige, les Oscars sont les récompenses les plus prestigieuses au monde. Et quand on dit prestige, ça veut pas dire forcément meilleur film, mais en termes de popularité, c'est les plus connus. Le plus populaire, donc la récompense la plus populaire, va booster le film en question. Mais il y a plein de problèmes par rapport à ça. Premièrement, c'est américain, encore une fois. Donc c'est toujours un film américain, ou presque, qui va gagner les Oscars. Parce que c'est très américanisé. Du coup, c'est un peu bizarre que la récompense la plus prestigieuse soit uniquement américaine. Les récompenses des festivals, comme celle de Cannes, en théorie, devraient être plus prestigieuses, parce que c'est des films du monde entier qui se font la compétition. Et encore une fois, Cannes, il y a des soucis, parce que Cannes, c'est pas une académie qui choisit, c'est un comité. Donc du coup, c'est les potes de potes du comité qui sont dans la sélection à Cannes. Bref, c'est un autre débat pour une autre vidéo. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais oui, les Oscars, c'est le truc le plus connu, le plus prestigieux, mais c'est biaisé par les États-Unis. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de films étrangers, parce que c'est une récompense américaine et tu vas jamais voir des films étrangers gagner des Oscars. Ça arrive quasiment jamais. Le premier film étranger à avoir gagné un Oscar du meilleur film, pas du meilleur film étranger, hein, du meilleur film, c'est Parasite. En 2019, en 90 ans d'histoire à l'époque, il n'y avait qu'un film étranger qui avait gagné pour une fois l'Oscar du meilleur film. Parce que la manière de distribuer des films a changé dans le monde. Maintenant, il y a de plus en plus de films étrangers aux États-Unis et les Américains le découvrent. Mais encore une fois, je précise, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais pour être dans l'académie, il faut pas être américain. Tous les gens qui bossent dans le cinéma américain ou pas, sont dans l'académie. Ou peuvent être dans l'académie en tout cas. Mais en termes de marketing international, ouais, gagner un Oscar, c'est bien d'un point de vue financier et de prestige. On peut dire ce qu'on veut, c'est juste la vérité. Gagner une palme d'or, les gens savent pas ce que c'est. Ils s'en foutent, entre guillemets. J'exagère quand je dis ça, mais vous m'avez compris. Les Oscars, c'est moins cinéphile qu'une palme d'or. C'est plus grand public. Et plus grand public égale plus d'argent. Je vous l'ai dit dans les règles, mais il faut sortir un film pendant 7 jours en salle. C'est pour ça que vous voyez tous les films aux États-Unis sortir le 25 décembre. Parce que du 25 décembre au 1er janvier, il y a 7 jours. Du coup, c'est tactique. C'est-à-dire que les films qui sortent le plus récemment, dans l'esprit collectif des membres de l'Académie, ils vont s'en rappeler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a aucun film à Oscar qui sort entre janvier et mars. Parce que c'est la période des Oscars. C'est pour ça que tous les films à Oscar, entre guillemets, commencent à sortir dès mars. Dune 2, par exemple. Mais si Dune 2 était sorti l'année dernière, en octobre, en novembre, comme c'était prévu à la base, peut-être la campagne à Oscar aurait été plus forte. Là, Dune 2 n'a pas de campagne à Oscar. Plus ou moins. Mais c'est pour ça que tous les films, les gros films à Oscar, sortent fin décembre aux États-Unis. Comme ça, c'est frais dans la mémoire des gens. Sortent, du coup, chez nous, janvier-février. C'est à cause de ça. C'est stratégique. Ils auraient très bien pu sortir de Brutalist en octobre, hein. Mais non, c'est un film à Oscar. Ils veulent le sortir le 25 décembre. Et ça le fait tout le temps. C'est stratégique. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de films à Oscar qui sortent avant octobre. Parce que la période octobre-décembre, c'est la période à Oscar aux États-Unis. C'est là que tous les gros films sortent. Tous les gros films à Oscar, vous m'avez compris. Après, oui, c'est biaisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les votants de l'Académie vont voter pour leurs amis, ils vont voter pour leurs copains et pour les amis des amis. C'est forcément biaisé, c'est logique. C'est du réseau, c'est du networking. Les gens se connaissent, ils vont voter entre eux. C'est des humains, ça marche comme ça malheureusement. Ils vont pas toujours voter pour meilleur film, ils vont voter pour leurs potes. Donc ça aussi c'est une vraie critique qu'on peut faire. Les Oscars, ils ont des genres biaisés, c'est-à-dire qu'ils vont préférer les grands drames historiques, ils vont préférer les biopics musicaux ou les biopics de manière générale, ils vont préférer les histoires d'amour. Et encore, si t'arrives à mélanger biopic, histoire d'amour, grand drame historique, alors là c'est les Oscars à chaque fois. Ils aiment pas l'horreur par exemple, ils aiment pas les super-héros. D'ailleurs, la critique était faite à l'époque de The Dark Knight, qui était peut-être le seul film de super-héros de l'histoire à mériter une nomination dans la catégorie meilleur film. The Dark Knight l'a pas eu. Pourtant, il a été nommé partout ailleurs, hein. Mais en meilleur film, alors que moi je pense qu'il aurait mérité une nomination cette année-là, il n'était pas nommé. Parce que les votants, je vous l'ai dit, des hommes blancs généralement vieux, ils aiment pas ce genre de truc. Donc là, ça s'ouvre un petit peu avec la diversité. C'est pour ça que vous voyez plus en plus de films d'horreur, de super-héros dans ce genre de catégorie, les films qu'ils méritent. Mais tu vois, il y a de substance. Pas sûr qu'il y a 20 ans, il aurait été nommé. Cronenberg, il a pas beaucoup de nominations aux Oscars, hein. Les films d'animation, jamais nommés au meilleur film. Alors, quelques exceptions, tu vois, comme La Belle et la Bête et des films comme ça. Mais sinon, ils sont jamais nommés. Pourquoi? Parce que l'animation, c'est considéré comme des films pour enfants. C'est pour ça qu'il y a une grosse campagne qui est faite des gens de l'animation qui disent que c'est plus que des films pour enfants. Ils ont 100% raison. Mais les Oscars, dès qu'il s'agit d'animation,
Rien. Ils sont jamais nommés, sauf dans la catégorie meilleur film d'animation. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne pense pas. Il y a ce qu'on appelle les films à Oscar, les Oscar bait. C'est des films qui sont fait, entre guillemets, avec les rouages d'un film à Oscar, comme je vous l'ai dit. Grand biopic, un peu mélodrame, romantique. C'est des films à Oscar. Avec une mise en scène un peu, tu sais, genre léchée, pompeuse, entre guillemets. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Genre Lincoln, Spielberg. Spielberg, il fait pas des films comme ça d'habitude. Bah, pourtant, Lincoln, c'est un Oscar bait. Alors que Spielberg, c'est pas son cinéma, généralement. Mais il a fait d'une manière où c'était un peu Oscar bait. Ça a marché, hein. Je critique pas Spielberg. Il voulait faire un truc comme ça, je comprends. Mais c'est des Oscar bait, ces films-là. Et c'est ok. Mais il y a des films nuls qui sont des Oscar bait. Et là, ça marche pas. Blitz, qui est sorti cette année, c'était un Oscar bait à fond. Tout le monde s'en fout. Parce que c'était pas bien. Il y a un vrai manque de diversité, c'est 100% vrai. Regardez les nommés. Regardez combien de femmes noires ont gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est pas Ali Berry la dernière, il y a 20 ans, ou la seule même, je crois, vainqueur asiatique, Michelle Yeoh, première vainqueur. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que c'était majoritairement des histoires sur des blancs, avec des blancs qui étaient mis en avant. Du coup, bah, les votes étaient un peu biaisés. Ils mettaient en avant des films avec des blancs, maintenant ils ont surcorrigé. Maintenant, ils vont mettre beaucoup de films en avant qui parlent de racisme de manière pas très intelligente, ou qui parlent de choses bancales et banales qui sont pas ouf, mais juste parce qu'ils ont un peu honte d'à chaque fois voter pour des trucs avec des blancs. Genre Crash, pourquoi ça gagnait l'Oscar ce truc? L'Oscar du meilleur film en plus. Il y a un côté où ils ont envie de surcorriger la culpabilité qu'ils ont, et du coup ça fait de la merde. Il y a des choses qu'on peut critiquer. Comment tu choisis l'acteur principal ou l'acteur secondaire? Il n'y a pas de critère. En fait, c'est le film en question ou les producteurs qui vont te dire ok, on va mettre telle personne en principal, telle personne en secondaire. Et tu as des cas, parfois, où tu as des acteurs principaux qui ont le même temps d'écran que des acteurs secondaires. Et ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas de critère par rapport à ça. C'est le film qui décide dans quelle catégorie, quelle personne est choisie. C'est stratégique. Comme pour les Golden Globes. Les Golden Globes, il y a la catégorie drame et comédie. Tu as des films, parfois, qui sont dans la catégorie comédie. Alors que c'est clairement des drames, parce que c'est stratégique. Ils avaient plus de chances de gagner en comédie qu'en drame. Et c'est du coup eux qui choisissent. C'est pas la fondation ou l'académie. C'est un choix stratégique. Parce que oui, en vrai, c'est difficile de juger ce qui est un acteur secondaire ou principal dans certains cas. Non mais c'est vrai. Donc ils ont préféré pas décider. Et du coup, ça crée des choses un peu stratégiques. Après, il y a plein de films qui auraient mérité d'être nommés qui le sont pas. Mais encore une fois, regardez pourquoi Furiosa n'est pas nommé. Marketing. Le film n'était pas vraiment apprécié au début. Flop commercial, pas apprécié, les gens n'ont pas parlé, il est sorti en mai. Tout ce genre de trucs. Du coup, Furiosa n'est nulle part. Peut-être ils ont pas fait campagne la Warner. Ils ont vu flop de Furiosa, pas de campagne. Amazon, Challengers, ils ont vu ouais, on va peut-être le mettre en avant, mais ils l'ont pas assez mis en avant. C'est du marketing. C'est ce genre de truc. Il y a des critiques qui sont faites. Le streaming n'a pas les mêmes règles parce qu'une plateforme de streaming peut sortir des films en salle, c'est autorisé pendant 7 jours pour être éligible, mais ils n'ont pas le même système économique. Un studio qui dépend que des sorties salles, c'est plus dur pour eux de faire des films que Netflix qui dépend des abonnements. Du coup, bah, ça crée des choses qui sont injustes, entre guillemets. C'est nouveau, ils n'ont pas les mêmes systèmes de financement. Du coup, on peut le critiquer. Que vous soyez ou pas d'accord, moi je pense que les temps évoluent, les temps changent, ça me dérange pas personnellement. Mais oui, Spielberg avait gueulé parce qu'il s'est dit, bah attendez, moi je galère à financer un film parce que mes films sortent en salle, mais eux ils ont v'là les abonnements, ils peuvent sortir des films. Bah ouais, je suis pas contre ça non plus. Si ça permet de faire plus de films intéressants, pourquoi pas. Mais je comprends que les gens trouvent ça injuste. L'Académie des Oscars n'a pas besoin de voir tous les films. Ils peuvent décider sans avoir vu les films. Et ça, oui, c'est un peu un crime, disons les choses. Il faudrait voir tous les films de ta catégorie au moins, et tous les meilleurs films. Mais c'est pas obligatoire. Ils vérifient pas ça. Les films d'animation, par exemple, ils sont votés par la branche d'animation. Mais si tu veux voter pour les films d'animation, tu peux demander, et c'est souvent accepté. Là, il faut prouver que tu as vu X% des films nommés, mais pas tous, encore une fois. Mais tu peux quand même voter. Ce qui est injuste pour l'animation, soyons honnêtes. Si toi, tu veux mettre un film d'animation en avant, mais t'es pas dans la branche, tu peux le faire, sans avoir vu les autres. Et encore une fois, c'est biaisé par rapport au cinéma américain, parce que c'est celui qui sort majoritairement aux States. Quelques anecdotes, vous savez, quand vous êtes nommé à un Oscar ou vous gagnez des prix en plus de l'Oscar. L'Oscar a une valeur, je crois que de 20 000 $ en soi, la statuette en or, mais vous gagnez des prix. Il y a plein de nommés qui montrent des photos sur les réseaux de ce qu'ils ont gagné, et les vainqueurs gagnent aussi des prix. Ça peut être des voyages de luxe, ça peut être des hôtels de luxe, ça peut être des dîners de luxe, ça peut être de la cosmétique, ça peut être plein de choses. Des téléphones, des randos de luxe, plein de trucs qui ont une valeur de 20 000 à 80 000 $. Donc en vrai, quand t'es nommé, tu gagnes aussi en valeur matérielle. Et en vrai, je trouve ça un peu stylé, tu vois. Je trouve que c'est sympa. Parce qu'en vrai, beaucoup de ces acteurs-là sont pas riches quand ils sont nommés pour la première fois. Après d'autres, oui, je peux comprendre que ça fait un peu too much, mais beaucoup d'entre eux, ils viennent souvent de films indépendants, ou de films où ça rapporte pas beaucoup d'argent. Donc c'est cool. Je parle des acteurs, mais en fait, tous gagnent des cadeaux. Les monteurs, les directeurs de casting bientôt, du coup l'année prochaine, tous ces gens-là. Et les monteurs sont, en vrai, c'est cool. Il y a de l'alcool, des spas, il y a tout dedans. Il y a plein de trucs. Chaque année, c'est différent. Quelques petites remarques. En termes de nomination, il y a eu quelques films qui ont été nommés le plus de fois de l'histoire, avec 14 nominations. All About Eve, Titanic et La La Land, c'est le record de nominations ex aequo pour ces films, qui ont gagné 11 Oscars lors d'une cérémonie. Vous les connaissez tous, je pense, c'est Ben-Hur, Titanic et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. En termes de franchise, la franchise la plus nommée de l'histoire, c'est Star Wars avec 38, Le Monde de la Terre du Milieu avec 37 nominations, je précise, encore une fois. Et en termes de victoire, la franchise qui a le plus gagné, c'est Le Seigneur des Anneaux avec 17 et Star Wars avec 10. La personne avec le plus de nominations, c'est Walt Disney avec 59 pour 26 victoires. C'est la personne qui a le plus gagné d'Oscars de l'histoire des Oscars. John Williams, 54 nominations, mais que, entre guillemets, 5 victoires. Et l'autre personne qui a gagné le plus d'Oscars après Walt Disney, c'est Cedric Gibbons, qui était un production designer, du coup qui s'occupe
eu des décors et des choses comme ça, qui avait gagné 11 fois. J'ai beaucoup parlé des Oscars, hein, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Maintenant, les autres cérémonies, comment elles fonctionnent? Eh bien, grosso modo, pareil. Il y a généralement un institut ou une association ou un syndicat rempli de personnes du milieu en question qui vont voter pour des films. Il y a des règles similaires, que ce soit en termes de cinéma, de séries par exemple, durée de diffusion, durée des films, c'est quasiment les mêmes règles qui changent en fonction des pays et des récompenses. Et ensuite, les autres cérémonies ont des catégories différentes en fonction de ce qu'ils veulent mettre en avant. Chaque cérémonie fait ce qu'elle veut en théorie. Par contre, il y a des exceptions. Les Golden Globes, c'est pas une académie de gens qui sont dans le milieu qui votent, mais une association de journalistes. En gros, c'est des représentants de la presse étrangère qui s'intéresse au divertissement américain qui vont voter. Du coup, c'est la presse internationale qui vote aux Golden Globes. Ils sont 310 votants, donc vous avez vu, hein, on passe de 310 à 9000 pour les Oscars, de 76 pays différents. Et là, tu as des règles un peu différentes, c'est-à-dire que là, c'est drame, comédie, il y a les séries aussi, et les films doivent durer par exemple 70 minutes. Mais sinon, le reste, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, ils sont pas 9000, ils sont 300. Et généralement, c'est des étrangers, c'est pas des Américains. Les Césars, même système d'académie que les Oscars, sauf qu'il y a 4694 membres, dans cette fois-ci 10 branches différentes. Et dans ces 10 branches-là, la majorité ne sont pas les acteurs, mais les techniciens qui représentent 29% des personnes. Même système pour rejoindre l'académie, il faut un système de double parrainage et bosser dans le milieu. Il y a des règles du style le film doit durer 60 minutes et être diffusé au moins une semaine à Paris. Majoritairement des productions françaises, ça a un peu changé avec le temps, mais c'est majoritairement produit par la France, ce qui n'est pas une règle des Oscars. Les Oscars, ils prennent tous les films en théorie. Mais là, en France, il faut que ce soit produit par la France. Par contre, ça peut être produit par la France et non francophone. Ça, c'est autorisé. Et les films étrangers, s'ils sont coproduits par la France, à un chiffre choisi par l'Académie, ils peuvent participer dans toutes les catégories. Mais avant, c'était que les productions majoritairement françaises qui étaient dans toutes les catégories. Maintenant, une coproduction peut l'être aussi. Mais c'est nouveau, hein, ça n'a même pas 10 ans, ça. Mais si le film n'est pas majoritairement produit en France, ou par la France de manière générale, et c'est décidé en fonction des producteurs, des financements, des lieux de tournage, plein de trucs en fait, eh bien le film ne peut pas être nommé dans la catégorie meilleur film. Il faut qu'il soit majoritairement produit en France. Mais les autres catégories, s'il est coproduit à pas la majorité, c'est ok. Il y a 5 ou 7 films par catégorie, ça dépend des catégories. Il n'y a pas de cumul des catégories. Par exemple, Tahar Rahim, rappelez-vous, il avait gagné César du meilleur espoir et meilleur acteur. Ça, depuis Tahar Rahim, justement, c'est interdit. Maintenant, tu es ou nommé en espoir ou nommé en meilleur acteur pour des œuvres différentes. Tu peux être nommé pour une œuvre en espoir et tu peux être nommé pour une autre œuvre en meilleur acteur. C'est une nomination par personne, par œuvre, par catégorie. Donc si tu as joué dans plusieurs films et à plusieurs jobs différents, tu peux être nommé dans plusieurs catégories. Mais c'est une par œuvre, par catégorie, par personne. Après, il y a des controverses similaires aux Oscars. Les comédies sont pas beaucoup mises en avant. Les films qui ont beaucoup de succès, pas beaucoup mis en avant. Mais ça change, on le voit cette année. Les nommés, c'est genre Le Comte de Monte Cristo, avec genre 14 nominations. Il y a les polémiques par rapport aux réalisateurs et autres, comme Polanski qui a gagné pour J'accuse il y a quelques années. Si vous voulez, on fera une vidéo des polémiques un jour. Quelques stats, pour ceux que ça intéresse. Les films qui ont gagné le plus de César, soit 10 Césars, sont Le Dernier Métro et Cyrano de Bergerac. C'est le record, ex aequo. Le plus de nominations, c'est Les Illusions perdues avec 16 et en deuxième position, du coup, Le Comte de Monte Cristo avec 14. En termes de record, c'est Polanski avec 10 nominations, dont 5 pour meilleur réal, ce qui est le record dans les deux catégories. Plus de nominations historiques, plus de nominations historiques en tant que réal. Et Jacques Audiard qui en a aussi 10, mais il en a que 3 en réal, lui. Après, il est nommé dans les autres catégories, mais il est aussi à 10. D'ailleurs, aucun acteur n'a gagné meilleur espoir, meilleur second rôle et meilleur rôle principal. Voilà, c'est une petite anecdote. Maintenant, vous vous dites, mais comment fonctionnent les autres cérémonies de récompense dans les autres pays? Genre les BAFTA, c'est les Césars ou les Oscars britanniques. Vraiment le même système, mais ils sont pas 9000 membres ou 4000, ils sont 13 500. Mais sinon, ça marche pareil, avec des règles plus ou moins différentes. Et ils ont d'autres cérémonies, hein, comme pour les films indépendants. British Independent Film Awards. Mais nous aussi, on a d'autres cérémonies, hein, pour le coup. On n'a pas que les Césars, mais la plus connue, c'est les Césars. Au Royaume-Uni, la plus connue, c'est les BAFTA. En Espagne, ils ont les Goya. En Italie, ils ont les Donatello. En Belgique, ils ont les Magritte. Récemment, la Nuit se traîne a quasiment tout gagné. En vrai, chaque pays a ses récompenses. Mais par contre, il y a plein de récompenses chaque année. On est d'accord. Vous voyez plein d'acteurs gagner des récompenses depuis janvier. Parce que oui, il n'y a pas que ces cérémonies-là. Il y en a d'autres en fonction de différentes institutions. Par exemple, il y a les Annie Awards. Les Annie Awards, c'est certes aux États-Unis, mais c'est une cérémonie de l'Association internationale des films d'animation où ils vont mettre en avant toutes les œuvres d'animation. On appelle ça les Annie Awards. Ils font films et séries. Même système, mais en base d'assaut au lieu d'académie et sur les films d'animation uniquement. Les Satellite Awards aux États-Unis, c'est la presse internationale. C'est un peu comme les Golden Globes, mais une autre presse internationale. Les Razzie Awards, vous connaissez, c'est un peu un troll, mais c'est pour les pires films de chaque année. Mais voilà, c'est un peu une blague. Il y a les Gotham Awards, c'est pour les films indépendants américains. Donc l'association des films indépendants américains. Il y a les Independent Spirit Awards, c'est la cérémonie des films indépendants américains, mais de pas la même association que les Gotham, c'est une autre association. En fait, chaque association peut faire ses propres cérémonies, qui gagnent plus ou moins en importance en fonction des cérémonies et des choses comme ça. Mais toutes ces cérémonies-là, ce sont des assos. Il y en a d'autres. Par exemple, aux États-Unis, il y a le National Board of Review, qui est le NBR, qui est donc l'association des critiques. Mais pas tous, vous allez voir. C'est les critiques de cinéma qui décident. Ensuite, vous avez les Los Angeles Film Critics Awards, c'est les critiques
de LA. Vous avez ensuite Chicago, New York Critics Awards, des critiques, et ils font gagner des prix. Et les acteurs y vont, hein, majoritairement. C'est pas juste des trucs comme ça. Les acteurs y vont. Ça permet de participer à leur campagne marketing pour les Oscars. Si tu vas faire toutes les autres cérémonies, qui sont toujours entre les deux, entre Golden Globe et Oscar, plus t'en gagnes, plus ça montre aux votants de l'Académie des Oscars, ah tiens, ce mec-là gagne plein d'autres prix. Peut-être je vais voter pour lui. Donc ça joue énormément. Les Critics Choice Awards, c'est des critiques, mais encore une fois, c'est pas la même association de critiques. Là, j'ai cité genre 5 assos de critiques, par exemple. Ensuite, vous avez les syndicats. Vous avez la SAG, c'est le syndicat des acteurs qui ont leur propre récompense. Ça s'est passé la semaine dernière. Vous avez la WGA, ça c'est les scénaristes qui ont leur propre association. Vous avez les DGA, ça c'est les réalisateurs. Donc en vrai, les syndicats d'acteurs, scénaristes et réals ont aussi leur cérémonie et ils votent. Et d'ailleurs, si vous gagnez meilleur film dans ces 3 catégories-là, en général, vous gagnez l'Oscar du meilleur film. La dernière fois que c'est pas arrivé, c'était Brokeback Mountain, il y a 20 ans. Vous avez l'AFI, AFI, l'Institut du film américain, qui a aussi sa propre cérémonie. Ensuite, vous avez les Emmy Awards. En gros, c'est les Oscars des séries télé, qui ont un fonctionnement différent. Ils ont même 2 cérémonies, le prime time et le daytime, en fonction de quand l'émission est diffusée. Ils ont les règles de la télévision et du streaming en plus. C'est pas pour le cinéma, c'est que pour les séries, mais j'en parle vite fait quoi. Mais eux, ils ont pas une académie de votants, ils en ont 3 par exemple. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le statut EGOT. EGOT, c'est ceux qui ont gagné, les acteurs ou personnes qui ont gagné un Emmy, un Grammy, donc Grammy c'est la musique, un Oscar, voilà, et un Tony. Tony c'est le théâtre et Broadway, majoritairement. Il y a quelques acteurs qui ont un EGOT, très peu par exemple, parce qu'il faut être bon dans ces 4 domaines. Il faut toucher un peu à tout, ce qui est pas évident. En général, Grammy, Tony, ça le fait parce que Broadway il chante beaucoup, du coup ça peut le faire. Jouer dans une série Broadway, être un acteur et chanter, il y en a pas beaucoup. Et surtout gagner dans ces catégories-là, c'est chaud. Surtout que parfois t'es face à des spécialistes de leur milieu, alors que toi tu fais un peu des cartes peut-être. Après vous allez me dire un acteur normalement ça devrait tout savoir faire, mais bon, ça c'est un rêve quand même. Je pense que j'ai répondu à beaucoup de vos questions concernant cette cérémonie. Il y en a plein d'autres qui ont été posées. L'empreinte carbone, c'est légitime comme question. Beaucoup des gens qui viennent aux Oscars vivent à LA. Donc c'est pas non plus un choc. Ils vont sûrement en voiture là-bas. Après, ceux qui viennent du monde entier, on est d'accord. Est-ce que c'est possible de refuser un Oscar? Oui. Il y a 3 personnes dans l'histoire des Oscars qui l'ont fait. Ça peut être pour conflit d'intérêt. Ils sont pas d'accord sur comment étaient organisés les Oscars. Ça a eu lieu au tout début, dans les années 30. Ça peut être pour boycott des Oscars. Il y en a qui s'en battent les couilles, tout simplement. Ils disent, bah non, je m'en fous, c'est de la merde, et ils boycottent. Et il y en a qui refusent par idéologie. Le plus connu, c'est Marlon Brando. Marlon Brando, quand il a gagné l'Oscar, il a refusé. Et il a fait monter une femme sur scène, une Première Nation, qui a fait un speech de plusieurs minutes sur le traitement des Premières Nations aux États-Unis et dans l'art de manière générale. C'était il y a 50 ans déjà. Et cette femme-là, elle s'est fait huer sur scène. C'est l'une des séquences les plus lunaires des Oscars. Si vous voulez un jour, pareil, je ferai des vidéos sur les controverses des Oscars. C'était un move extrêmement progressiste à l'époque et c'était hyper mal vu. Mais du coup, Brando a refusé l'Oscar. Pour conclure cette longue vidéo, les Oscars, c'est fun. C'est un peu de la merde et c'est un peu en vain et c'est du marketing, mais j'aime bien suivre quand même. Ça me fait marrer, c'est kiffant, c'est drôle. C'est un peu comme, je sais pas, la Ligue des Champions ou le Ballon d'Or si vous préférez. Moi, ça me fait un peu marrer. Ça ne veut rien dire parce que de très bons films qui n'ont jamais rien gagné, de très bonnes personnes, monteurs, réals qui n'ont jamais rien gagné, mais on s'en fout. C'est quand même fun. On va pas dire que quelqu'un est moins méritant et a fait un moins bon travail s'il a gagné ou pas des Oscars. Mais c'est drôle à suivre quand même. Et moi j'aime bien. C'est un peu la politique du cinéma. C'est rigolo. En théorie, on s'en fiche et c'est jamais un argument de dire que tel film est meilleur qu'un autre parce qu'il a gagné un Oscar. Mais en vrai, c'est juste un événement ou une cérémonie qui est divertissante et j'aime bien. Mais ça ne change pas mon avis sur les films. Qu'ils gagnent ou pas des Oscars. Il y a des films de merde qui ont gagné des Oscars. Il y a des films nuls qui ont gagné des Oscars. Il y a des films et des gens bien qui n'ont jamais gagné. On s'en fout. Voilà. La source de tout ça, c'est simple. Le site officiel des Oscars, des Golden Globes, des Césars, il y a toutes les informations dessus. Et j'ai résumé, hein. Si vous voulez plonger dans toutes ces infos, vous allez sur le site officiel de chaque académie, de chaque récompense, et tout est détaillé. Mais tout, le fonctionnement, il y a un PDF de 140 pages, si vous voulez, pour certaines choses. Ou 40, je sais plus. Mais en tout cas, la somme des PDF fait beaucoup de pages. Allez vous faire kiffer si ça vous intéresse, mais croyez-moi, beaucoup des choses sont administratives. Des technicalités, des choses comme ça. Voilà, désolé pour cette longue vidéo, mais j'ai tout expliqué en termes de fonctionnement. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé, et j'espère que vous avez appris des choses. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts ou des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.